Sur un projet donné, moi je dis toujours à mes clients, consultez votre notaire, consultez un notaire avant d'attaquer votre projet. Quand vous avez signé l'avant-contrat, c'est déjà trop tard. Comme tu le dis très bien, le notaire, il doit être garant de l'équilibre du contrat. Donc effectivement, que tu aies deux notaires, un notaire, ils sont censés effectivement chacun œuvrer pour l'intérêt commun des clients. Quand j'ai des personnes qui ne veulent pas se marier, pas se paxer, la société est un moyen d'investissement intéressant. La blockchain, effectivement, on en entend parler déjà depuis quelques années et c'est certain que cette technologie elle va arriver dans le monde de l'immobilier, c'est une question de temps. Si tu mets l'intention, ça portera à un moment ou à un autre ses fruits. Parfois c'est long. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, on est sur donc un épisode où on va traiter un petit peu d'investissement locatif. On est avec maître Cyril Colmagro, qui est notaire à Poitiers. Bonjour Cyril. Bonjour Ismaël. Donc du coup, comme je disais, tu es notaire à Poitiers. Tu as un bon background en étant diplômé d'un Master 2, donc ingénieur sur la prestigieuse Université de Clermont-Ferrand, sur tout ce qui traite du conseil de gestion en patrimoine. Tu es vraiment passionné de droit, forcément, d'accompagnement des personnes sur donc multiples domaines, et donc sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'investissement locatif. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, un petit peu mieux? Oui, mieux ça va être difficile, mais je peux essayer d'en dire un peu plus, effectivement. Donc comme tu l'as dit, Clermont-Ferrand, c'est un petit peu la Mecque de la gestion de patrimoine. Tous ceux qui aiment la gestion de patrimoine, ils sont passés ou essayent d'y passer à un moment ou à un autre avec des professeurs références. Donc ça, c'est vrai que c'était très intéressant. J'ai adoré faire cette formation. Moi, j'aime beaucoup la gestion de patrimoine. Quand j'ai commencé dans le notariat, la première chose que m'a dit la personne qui m'a formé, elle m'a dit tant que tu t'installes pas, fais la gestion de patrimoine, fais ton parcours en gestion de patrimoine, passe tes diplômes, parce qu'après tu pourras plus, tu seras trop pris par le quotidien et tu le feras pas. Et donc je l'avais fait et je ne le regrette absolument pas parce que c'est une matière très agréable, très intéressante et surtout c'est en fait au final c'est une matière assez méconnue parce qu'on n'a Mhm. pas de matière transversale qui permette d'aller voir la fiscalité, les sociétés, le droit de la famille, parce qu'évidemment pour conseiller au mieux un client il faut avoir la globalité, une vue globale, hein, c'est un petit peu le médecin généraliste. Tout le panel, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Exactement. Moi, j'ai vraiment cette vision du CGP. Alors, c'est peut-être certainement même d'ailleurs une vision un peu erronée, mais j'ai vraiment la vision du conseiller gestion patrimoine, la personne qui est là pour peut-être vendre ses produits, peut-être des placements Pinel, etc., etc. J'ai un petit peu cette version réduite, ou alors une assurance vie, mais voilà, enfin, j'ai plus la vision de quelqu'un qui serait peut-être comme juste un simple commercial entre guillemets, alors que j'imagine que, comme tu le décris, là, c'est bien, c'est beaucoup plus vaste, et les missions sont peut-être plus étendues. Effectivement, toi, tu penses au conseiller en gestion de patrimoine qui est affilié à un groupe et donc qui va peut-être avoir tendance à présenter en priorité ses produits, alors que dans une solution, c'est peut-être pas les produits les meilleurs. Ce sont pas forcément ces produits-là les meilleurs. Et après, il y a beaucoup de CGP indépendants, ce qu'on appelle des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ce que je ne suis pas. Hein. Moi, je suis juriste. J'ai fait cette formation évidemment pour parfaire mes connaissances. Mais voilà, moi je suis pas, je vais jamais conseiller un placement financier, c'est pas mon métier, c'est pas mon rôle. Oui, bien sûr, en effet, ouais. Donc tu es notaire, et du coup, justement, la mission, on va dire, d'un notaire d'une façon générale, ça va être quoi justement? Parce que là, donc, on n'est pas du tout sur les conseils de placement, etc. C'est vraiment là sur des actes juridiques. C'est quoi dans les Alors, grandes lignes les missions d'un notaire? Parce que
c'est pas forcément tout le temps très 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 bien connu des différentes personnes même qui souhaitent se lancer dans un investissement, que ce soit pour un premier investissement ou alors des personnes qui veulent aller un petit peu plus loin ou même faire des achats, résidence principale, etc. C'est quoi les missions principales d'un notaire? Le premier rôle, évidemment, dans ce cadre-là, c'est le conseil. C'est-à-dire que sur un projet donné, moi je dis toujours à mes clients, consultez votre notaire, consultez un notaire avant d'attaquer votre projet. Quand vous avez signé l'avant-contrat, c'est déjà trop tard. Si vous vouliez substituer une société, s'il fallait pas faire une société parce que vous voulez louer en meublé alors que vous êtes parti avec, vous êtes engagé avec une société civile, c'est déjà trop tard. Donc vraiment en amont, prendre son temps, consulter son notaire, consulter les personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, ça c'est primordial. Le conseil évidemment, petit 1, et 2 est la régularisation des actes, c'est-à-dire que du conseil on passe à l'acte, quoi généralement. Parfois Mhm. l'acte est inutile, donc il faut le dire aussi, ça arrive. Et donc après évidemment régulariser les actes de telle sorte qu'ils puissent répondre pleinement au but poursuivi par les clients. Ce que tu disais au départ, je voulais rebondir là-dessus. Tu disais effectivement, je vois pas le notaire euh, proposer des placements financiers. Effectivement, non. Moi, mon rôle en tant que conseil, c'est de conseiller une enveloppe de placement. C'est-à-dire que je vais dire à un client, compte tenu de votre cas, ce serait intéressant d'ouvrir une assurance vie. Je vais lui dire de faire une assurance vie certainement en fonds euros pour que ces fonds soient garantis sur tout ce qu'il est ACHG. Mais après, il va aller consulter les banques de la place, les conseillers de gestion de patrimoine qu'il connaît, pour aller voir ce qu'il va mettre dans cette assurance vie, quel type de placement. Pareil pour les sociétés. La société, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui va porter un projet. Mais une société civile, elle peut être à l'impôt sur le revenu, elle peut être à l'impôt sur les sociétés, et surtout, on peut mettre des choses dedans. Et on peut choisir le produit qu'on va mettre dedans. Et donc, Mhm. c'est en ça que moi, mon conseil, c'est plutôt de travailler sur l'enveloppe que sur Mhm. vraiment ce qui va rentrer dans l'enveloppe. Je sais pas si je D'accord, suis ouais. clair, Ouais, tout si à tu fait. vois un peu le distinguo. Tout à fait, tout à fait. Comme le Pinel. Le Bien Pinel sûr. est une enveloppe, mais après, dans le choix de ton Pinel, il y a des mauvais Pinel, il y a des excellents Pinel. Donc Bien, c'est pareil. bien sûr, Voilà. en fonction de la situation du client, tu vas l'orienter de se diriger sur tel ou tel type de véhicule d'investissement. Donc là, en l'occurrence, tu Oui. prenais l'exemple de la SCI, on va y revenir un peu plus profondément. Donc, tu vas conseiller sur tel type de véhicule qui va lui permettre d'avoir tel Mm. ou tel outil derrière, mais après, ce qu'il y met dedans dans ce véhicule d'investissement, après, c'est libre à la personne, bien entendu. Super Mm. intéressant. Pour signer un acte, il vaut mieux avoir son propre notaire ou on peut se laisser guider avec le notaire, soit du vendeur, soit avec un notaire qu'une agence a l'habitude de travailler, ou comment ça se passe? Il n'y a pas vraiment de règles, hein. Évidemment que tous les cas sont possibles. Là, dans ces cas-là, généralement, les gens ont toujours un notaire ou connaissent un notaire, ou quand ils n'en ont pas, ils peuvent faire intervenir celui de leur famille parce que leur maman, leur papa ou leurs grands-parents avaient aussi un notaire. Donc là, vraiment, il y a pas de règle. Mhm. Parce que c'est quand même peut-être intéressant, enfin, de ma vision, d'avoir quand même son propre notaire, même si à l'inverse peut-être, ou à l'instar d'un avocat qui lui va être vraiment là pour représenter les intérêts de son client, un notaire a peut-être, tu me diras si je me trompe, mais une obligation d'impartialité parce qu'il est là Oui, pour authentifier un acte, pour le valider, euh, oui, pour donner l'exécution de cet acte, tout mais à fait. n'a pas à prendre parti plus pour l'une des parties, par exemple un acheteur ou un vendeur. Mais c'est quand même peut-être plus intéressant de travailler, et surtout si on a une projection sur du long terme avec un notaire, une personne de confiance avec qui on est serein, qui connaît notre situation, qui va pouvoir nous accompagner au mieux. Oui, comme tu le dis très bien, le notaire, il doit être garant de l'équilibre du contrat. Donc effectivement, que tu aies deux notaires, un notaire, ils sont censés effectivement chacun œuvrer pour l'intérêt commun des clients. Toutefois, ta phrase est intéressante. Tu dis effectivement, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le long terme, parce que si vous avez l'habitude de travailler avec quelqu'un, il vous connaît. Donc il va avoir des raisonnements qui vont être plus rapides. Il va vous dire tout de suite. Moi, pour mes clients, je suis capable de leur dire, ah ben non, fais pas ça. Là, tu as déjà fait ça, c'est pas bien. Ou alors va faire autre chose. Parce qu'évidemment, quand on voit les gens régulièrement, on connaît parfaitement leur situation, et donc on peut leur apporter des conseils qui sont encore un peu plus précis, plus fins. Mais effectivement, sur ce point-là, t'as pas tort. Mais quand même, de base, qu'il y ait un ou deux notaires, normalement, l'équilibre du contrat doit être préservé par le notaire Mm, mm. ou les notaires, et ils doivent chacun interagir, agir dans l'intérêt global commun des deux clients. Voilà. Top, super.
Super, super. Bah, écoute, merci pour ces petites explications qui démystifient un petit peu l'environnement, on va dire, notarial très succinctement. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur l'investissement locatif. On le sait, il y a déjà, enfin, les Français d'une façon générale sont vraiment très très friands de l'investissement locatif, l'investissement dans la pierre d'une façon générale. Ça n'a pas changé avec le coronavirus. On le voit en ce moment, il y a un marché immobilier qui, sur, on va dire peut-être l'ensemble du territoire, même s'il y a forcément des disparités entre les villes, etc., mais est quand même assez fou. Euh, Comment on fait quand on veut investir, que ce soit son premier investissement ou alors, même si on est à un stade peut-être un peu plus avancé, euh, est-il mieux d'investir en nom propre ou est-il mieux d'investir en SCI? Quels sont les différents points, les avantages, les inconvénients et les différences sur ces deux modes d'investissement? Parfait. C'est une question évidemment qui est extrêmement vaste et chaque solution a des avantages et des inconvénients. Avant d'attaquer sur cette partie-là, je voulais revenir sur ce que tu disais et après j'arrête avec ça. Pour démystifier, tu l'as bien dit, quand tu parles de l'intervention des notaires, je voulais simplement rappeler que quand on fait intervenir un deuxième notaire dans un dossier, Mhm. notamment en vente immobilière, parce que c'est voilà, ça ne coûte pas plus cher à l'acquéreur. Je voulais le dire parce que souvent on Et nous ouais. pose la question, on nous dit ben voilà le vendeur a un notaire, mais moi si je fais intervenir mon notaire, ça va me coûter plus cher. Non, non, les émoluments ils sont prévus par la loi. Hein, c'est le gouvernement qui choisit la rémunération des notaires sur les actes de vente immobilière, et donc que vous ayez un ou deux notaires, c'est le même coût d'acte. Hein. Donc quand vous avez envie de faire intervenir quelqu'un, faites-le, ça ne vous coûtera pas plus cher. Excuse-moi, je voulais juste rappeler ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent en termes de questions. Ouais, ouais, en effet, très, 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 très intéressant et important de le préciser parce que c'est vrai que encore une fois, le métier du notaire, notarié, c'est vraiment très, très, très réglementé et en ce sens, ouais, c'est intéressant et important de le redire. Ouais. En effet, merci Cyril pour ces précisions. Je t'en prie. Je relance, effectivement, je rebondis sur ta question. Tu me dis, voilà, qu'est-ce qu'il est plus intéressant de faire? Investir en nom propre ou en société? Alors, évidemment, ça va dépendre. S'il y avait une solution magique qu'on pouvait prendre à chaque fois, ça serait intéressant, mais c'est pas le cas. Ça va dépendre de plein de choses, de la situation familiale de la personne, de son âge, de ses revenus, de la forme de l'investissement qu'il va souhaiter faire. S'il va acheter pour louer nu, pour louer en meublé, euh, pour louer un commerce, un commerçant, un professionnel. Ça va dépendre également des montants des investissements. Est-ce que les loyers générés vont impacter énormément son impôt sur le revenu ou non avec la CSG-CRDS? Donc tout ça, ça doit être pris en compte et ça nous permet de déterminer ce qu'on estime être la meilleure solution. Mais évidemment, on va redétailler un peu les grandes lignes, c'est extrêmement complexe. D'accord. Donc là, pour peut-être synthétiser les propos, les choix vont être déterminés en fonction de la nature de l'investissement, de la nature de Oui, l'exploitation qu'on va en faire si on veut louer en nu, en meublé, local commercial, du montant global de l'investissement et du montant global des revenus locatifs qui vont être générés, de la situation fiscale de la personne acquéreur, etc. Donc tous ces paramètres vont rentrer en compte et en fonction, c'est là où il est intéressant de faire un petit peut-être check-up de sa situation pour dire sur tel type d'investissement, en fonction, je prends la décision d'y aller en SCI ou alors en nom propre. On a bien compris, oui, c'est vraiment très 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 fin et c'est vraiment peut-être à chaque fois une réponse qui va être individualisée. Il n'y a pas de recette miracle. c'est exactement ça. Et si tu veux, rien qu'en investissement en nom propre, on a peut-être cinq ou six possibilités. On pourrait faire du revenu foncier pour aller chercher du déficit foncier. Si par exemple on est sur un investissement dans lequel on aura beaucoup de travaux, ça peut être intéressant effectivement d'aller chercher ce qu'on appelle le déficit foncier parce que D'accord. le Mhm. déficit qui va être généré par les travaux va nous permettre de manger les revenus futurs du bien. Donc on calcule, hein, on voit si on va faire par exemple 60 000 euros de travaux dans un bien, qu'on va le louer 7 000 euros par an. On sait que effectivement, au bout de 6 7 ans, on aura mangé nos travaux et donc on ne sera pas imposable sur ces sommes d'argent avant 6 à 7 ans. D'accord, très bien. Surtout qu'on va rajouter la taxe foncière à déduire, les intérêts d'emprunt éventuels, l'assurance. Donc tout ça va permettre d'avoir une première vision. Donc déjà,
il faut aussi prendre en compte la nature du bien dans le sens où est-ce qu'il va générer beaucoup de travaux ou non. Ça fait partie des points importants. Et quand on achète directement en propre, en nom personnel, Mhm. l'avantage c'est que on détient évidemment le bien seul, ce qui est un avantage par rapport à la SCI, évidemment. Dans une SCI, il faut au minimum être deux, hein. Mhm. Même si on a des statuts à 99% pour l'un et 1% pour l'autre, il faut quand même avoir un associé. Quand on est en propre, on peut utiliser plein de régimes fiscaux différents. Il y a par exemple le microfoncier si les revenus sont faibles, mais le microfoncier n'est intéressant que si vous n'avez pas de déficit foncier par ailleurs. Donc à chaque fois, on est dans un schéma qui peut être assez complexe. Mais dans les grandes lignes, quand même, Mhm. euh, il y a deux, trois choses qu'il faut retenir qui sont importantes. Par exemple, on ne fait pas de location meublée dans une société civile à l'impôt sur le revenu. D'accord. Ça, c'est interdit, Il par y a, exemple. il y a une petite tolérance, si je dis pas de bêtises, Oui, oui, si sur- le chiffre d'affaires généré par le meublé en rapport à la totalité du chiffre d'affaires de la société est inférieur à 10%. D'accord. Ouais, ouais. Donc pour faire du meublé dans une SCI à l'impôt sur le revenu, on doit faire de l'exploitation en location nue et avec une petite tolérance si, comme tu dis, moins de 10% du revenu total est issu du meublé. C'est compliqué de faire ça, hein. Mm, mm, mm. C'est compliqué et risqué. Ouais, Oui, oui, bien sûr. Bah, si, ouais. concrètement, hein, si on achète un appartement, soit on le fait en nu, soit on le fait en meublé. Donc, si on le fait en meublé, on a Oui, 100% des revenus en meublé. Donc là, on peut pas le faire, tout simplement. exactement. Voilà, Ouais, ça ouais. serait une société qui a, allez, peut-être 10 biens. Il y en a 9 en nu et Voilà. un bien en meublé qui, voilà, en termes de revenus, sont proportionnels. Ça pourrait rentrer dans le cadre, mais bon, c'est vraiment Exactement. encore plus à la marge. Mais oui. Donc, Ouais, ouais. le mode d'exploitation, donc là, en l'occurrence, location nue ou meublée, va vraiment avoir un impact. L'acquisition en nom propre, du coup, en effet, donc si on est seul, forcément, c'est l'avantage, on est seul décisionnaire, on fait un petit peu ce qu'on veut, etc. Par contre, on peut également faire de l'acquisition en nom propre avec quelqu'un d'autre, que ce soit en couple ou avec quelqu'un de la famille, etc. On peut quand même être en nom propre. Oui, tout à fait. Alors effectivement, là on va distinguer en fonction du statut marital de la personne qui va investir. Est-ce que la personne est mariée, pacsée, ou est-ce qu'elle est en concubinage? Le concubinage, c'est le fait pour deux personnes de vivre ensemble sans lien juridique entre elles. Mhm, Donc le concubinage, c'est le statut le plus précaire. mhm. Si vous investissez ensemble, vous serez soumis au régime de l'indivision. Et par principe, on dit, la loi prévoit que nul n'est censé rester dans l'indivision et donc qu'à tout moment, l'un des deux peut demander le partage du bien. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ce point, justement, de l'indivision qui, peut-être pour beaucoup, peut paraître être comme un gros mot ou j'en sais rien, mais c'est vrai que tout, tout ce jargon, on va dire juridique, est pas forcément très facile à assimiler au début, Oui, et pour moi le premier. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce point? Enfin, je pense que c'est très important quand même, et c'est l'une des grandes différences justement entre l'acquisition en nom propre et en société. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des points clés justement qui vient différencier les deux. oui, tout à fait. Donc l'indivision, c'est le régime qui s'applique, c'est 815 et suivant du Code civil. C'est les règles de droit qui s'appliquent dans le Code civil. Lorsque deux personnes investissent, achètent ensemble, hein. Ça peut être une résidence principale. D'ailleurs, c'est pas forcément tout de suite de l'investissement locatif. Et donc ces personnes, donc, quand elles sont en indivision, elles, la précarité de l'indivision, c'est le premier point entre guillemets négatif, c'est-à-dire qu'à tout moment l'un peut demander la fin de l'indivision. Donc qu'est-ce qui se passe quand un demande la fin de l'indivision? C'est est-ce que lui-même peut racheter? Est-ce que son co-indivisaire peut racheter? Et si on répond non aux deux premières questions, forcément, il faut que les deux acceptent de vendre à une tierce personne. Hein, c'est le problème de l'indivision. Sur la gestion de l'indivision, euh, en général, les gens qui sont en indivision sont en indivision à 50-50. Donc, on n'a pas la faculté d'avoir deux tiers des droits pour prendre des décisions. Et après, à moins que ce soit une indivision à 3 ou 4 personnes, hein. Donc, c'est là où ça peut un peu compliquer les choses. Voilà. D'accord. Donc concrètement, pour allez, on va prendre peut-être le cas le plus qui revient peut-être le plus souvent, mais un couple qui achète ensemble, donc marié, pacsé ou simple concubin, achètent ensemble en nom propre, 50-50, soit leur résidence principale ou soit un investissement locatif, sont indivisaires. Et donc dans le cadre par exemple d'une séparation,
Oui, Si l'une des deux parties souhaite vendre, faut que soit l'autre partie puisse soit racheter, comme tu le dis, ou oui, s'il n'est pas en oui. capacité de le faire, est obligé de vendre également. Eh bien oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Alors là, tu prends l'exemple de l'indivision, ça s'applique parfaitement. Pour l'exemple du Pax, le Pax peut être rompu unilatéralement par l'un des deux partenaires. Donc Mhm. évidemment, alors généralement, soit on vend, quoi, c'est quand même mieux de céder et de rompre le Pax après. Mais bon, après, peu importe. Et évidemment, il y a un cran supplémentaire pour les personnes mariées, puisque s'ils en sont à ne plus s'entendre et à vendre, c'est généralement qu'on doit coupler toute la procédure à un divorce, hein, donc Mhm, qui peut mhm. être fait par consentement mutuel. Et dans ce cas-là, là, c'est dans le cadre de la procédure de divorce qu'on pourra attribuer le bien soit à l'un, soit à l'autre, ou si effectivement ils ont pris la décision de vendre, dans ce cas-là, c'est certainement plus opportun de vendre avant le divorce. Ça diminue un tout petit peu les frais, pas beaucoup D'accord. comme parfois c'est cru, mais ça diminue un petit peu, parce qu'on diminue, on n'aura pas les frais de publication aux hypothèques. On diminue pas la masse taxable parce que le droit, quand l'État prend un droit sur le divorce. Quand Mhm. vous divorcez, quand on liquide une communauté, jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, le pourcentage d'impôt était de 2,5% et à partir de janvier, c'est un des seuls impôts qui a baissé, il est passé à 1,8%. Donc aujourd'hui, quand vous divorcez, vous payez un impôt d'1,8% sur la masse des biens que vous détenez. Donc, il a été dit de nombreuses fois aux personnes, c'est un petit peu un lieu commun, vendez avant de divorcer, ça vous coûtera moins cher. C'est vrai, mais qu'en partie, parce que ça coûtera moins cher parce que quand on publiera l'acte de divorce, on ne sera pas obligé d'aller publier aux hypothèques parce qu'on n'aura plus d'immeubles, donc on va gagner des taxes hypothécaires. Mais pour autant, l'impôt d'1,8%, il est toujours dû parce que vous êtes censé déclarer dans votre convention de divorce le solde de prix de vente de votre bien. Mhm, mhm. Donc, au lieu d'avoir un bien de 200 000 euros taxé à 1,8%, on a une somme d'argent de 200 000 euros taxée à 1,8%. Mais par contre, on n'a pas D'accord. les frais de publication. Donc, il ne faut pas croire que ces sommes d'argent ne sont plus à déclarer. Il faut légalement les déclarer, autrement c'est de la fraude fiscale. Parfois, c'est pas toujours le discours qui est tenu, mais c'est important de le rappeler. Et évidemment, le gain qu'on fait, qui est pas négligeable quand même, hein, c'est le fait de ne pas les publier aux hypothèques. Voilà. D'accord. Donc, on a les trois cas, mais là, je suis en train d'opérer une digression par rapport à la thématique du jour, qui reste quand même l'investissement. Et donc, pour en revenir effectivement à l'indivision, dans la gestion du bien entre l'indivision et la société, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ben, ça va dépendre, parce qu'évidemment, l'indivision, si vous êtes à 50-50, vous êtes bloqué, mais les statuts d'une société mal rédigés, à 50-50, vous êtes également bloqué. À moins qu'il y en ait un qui soit gérant et qu'il ait les pouvoirs les plus étendus, Mhm. si vous êtes à 50-50 dans la société et que les statuts sont mal rédigés, vous n'êtes pas en meilleure position. Peut-être que du coup, là, si on reprend le cas d'un souhait d'une vente en partie, la partie qui souhaite vente ne peut pas du coup imposer la vente du bien dans le cadre d'une société. Oui, d'autant plus si c'est le seul bien de la société. Parce que quand on n'a qu'un seul bien dans une société civile et que on souhaite opérer la vente de ce bien, la vente du bien peut entraîner la fin de l'exercice de la fin de l'objet social, la fin de l'exercice de l'objet social, et donc la clôture de la société. Et D'accord. ça a Donc été analysé plusieurs fois comme ça. Donc là, il faudrait la majorité, la majorité des trois quarts ou la majorité des voix en fonction de comment c'est prévu dans les statuts. Mais effectivement, euh, là, un seul ne peut pas forcer l'autre. D'accord. Donc du coup, un investissement locatif au début d'un parcours d'investisseur, je pense à un jeune couple qui se met simplement ensemble ou ça fait pas très très longtemps, même s'ils se projettent, on se projette tout le temps sur le long terme, forcément quand on va ensemble, ça peut être un des moyens d'investir au travers une SCI pour se protéger et l'un et l'autre de ce que peut réserver la vie par la suite, quoi. Oui. Alors là, tu prends un exemple qui est très intéressant. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais forcément tu l'as fait exprès. T'as prévu, tu me dis, voilà, j'ai deux personnes qui veulent se protéger. C'est intéressant ce que tu dis parce que on a une problématique qui est courante, c'est que quand on a des concubins, donc des personnes qui sont ni pariées ni paxées, on peut pas les protéger. Si des concubins achètent un bien immobilier en propre et souhaitent par testament se léguer leur moitié l'un à l'autre pour se protéger, l'État va prélever en cas de succession un impôt de 60% de la valeur du bien. Aïe, On ça prend pique. l'exemple. Voilà. Tous les deux, on va acheter ensemble, Ismaël, un appartement. On le paye 200 000 euros.
on se dit quand même, s'il nous arrive quelque chose, on se protège. Je fais un testament pour te protéger. Je te lègue ma part de cet appartement. Et en contrepartie, j'espère que tu feras la même chose. Donc, tu me rédiges un testament et tu me lègues ta moitié de l'appartement. Je décède. Le confrère qui va faire la succession va ouvrir mon testament. Il va dire effectivement, j'ai un testament au profit d'Ismaël. Il va dire, vous êtes marié? Non, on n'est pas marié. Vous êtes pacsé? Non, on n'est pas pacsé. Et là, il va vous dire, donc Cyril vous a fait un très beau cadeau, il vous offre sa moitié de l'appartement, mais par contre, l'État va prendre 60% d'impôt, donc 60 000 euros sur les 100 000 que je vais te léguer, tu devras redonner 60 000 euros à l'État, évidemment, plus les frais de succession que tu devras à mon confrère. Donc, le cadeau est quand même assez limité, parce que l'impact fiscal est trop important. Donc, moi, je le déconseille de faire des testaments dans ces cas-là, et quand vraiment on m'oblige à le faire, je fais une petite reconnaissance d'avis donné, de conseils donnés, en expliquant qu'en cas de succession, l'impact fiscal sera énorme, et que c'est une protection, mais qu'à 40%, et encore. Ouais, c'est un cadeau un peu empoisonné parce que du coup, Voilà. dans l'exemple que tu prends, écoute, moi je veux bien prendre le cadeau quand même, surtout si on n'est pas obligé ni de se marier ni de se paxer. Mais dans l'exemple que tu prends, en effet, ça serait un cadeau empoisonné parce que oui, Oui. la partie reçoit les 100 000 mais doit donner 60 000, donc ça induit très souvent, j'imagine, la vente forcée du bien, La rapide, vente ou un emprunt. ou un Parfois, on emprunt. fait réemprunter. Ouais, on fait Mm, réemprunter. Si mm. on avait pris des assurances décès-invalidité, l'avantage, c'est que quand il y en a un des deux qui décède, la totalité du prêt est remboursée. Ça, c'est Oui. ce que d'ailleurs je conseille de faire dans les premiers investissements. C'est de l'assurance vie. C'est intéressant pour protéger sa famille. Donc effectivement, si on fait ça, tu n'auras plus d'emprunt sur 140 000 euros. Donc potentiellement, tu pourrais refaire un emprunt sur 65. Mais Oui, bon, d'accord. Oui. c'est quand même pas très agréable. Ça, c'est certain. D'accord. Et donc là, dans le même cas, le fait d'être marié ou pacsé, ça évite cet impôt de 60%? Alors, tout à fait. Quand on est marié et ou pacsé, vous avez la chance d'être exonéré de droits de succession. C'est-à-dire que les partenaires pacsés sont exonérés de droits de succession et les personnes mariées, les conjoints, sont exonérés de droits de succession. Toutefois, les personnes mariées sont héritiers l'un de l'autre par l'effet du mariage. Et là, après, les quotités vont dépendre du nombre d'enfants, du fait qu'ils, d'abord s'ils ont des enfants ou pas, et du nombre d'enfants après. Si les enfants sont communs ou non, ça va modifier ce que le conjoint a le droit de prendre. Mais les partenaires pacsés, vous êtes exonéré d'impôts, mais vous n'êtes pas héritier par le Pacs. Donc, si vous faites un Pacs seul, certes, vous êtes exonéré potentiellement d'impôts, mais s'il n'y a pas une volonté de transmission, s'il n'y a pas un testament, eh bien, vous n'héritez pas. Donc, de toute façon, le Pacs seul ne protège pas. D'accord, très bien. Donc là, on est plus sur la transmission, la succession, et donc tout ce qu'on vient d'évoquer là, ça s'applique aussi bien sur des biens qui ont été acquis et en nom propre et en société? Oui, mais c'est là où ça devient intéressant. Effectivement, en partenaire pacsé, vous pouvez choisir de léguer des parts de société, ça pose pas de souci. Et pareil, évidemment, pour des époux, vous pouvez vous léguer des parts de société, mais c'est pour les concubins où la société est intéressante. Parce qu'on expliquait tout à l'heure que si on souhaitait se laisser des choses, on allait payer 60% d'impôts. Quand j'ai des personnes qui ne veulent pas se marier, pas se paxer, la société est un moyen d'investissement intéressant, puisque je peux, par l'intermédiaire de la société, faire ce qu'on appelle, par exemple, des démembrements croisés d'usufruit. C'est un terme barbare qui permet en fait de protéger les époux. Et en gros, celui qui partira le premier aura laissé par échange son usufruit à son partenaire, à son concubin. Et donc, si vous voulez, le survivant de la société aura tout l'usufruit de la société et donc aura tous les pouvoirs si les statuts sont bien rédigés. Ça veut dire que en tant qu'usufruitier, la personne pourra rester vivre dans le bien détenu par la société sans devoir quoi que ce soit à d'éventuels autres héritiers. Et sans payer les 60% d'impôts. D'accord. Donc dans le cadre voilà d'une acquisition d'une volonté d'investissement en couple sans volonté ni de se marier ni de se paxer, la société, au travers de tous ces mécanismes, peut être une arme intéressante. Oui, tout à fait. Oui. Ce qu'on peut pas faire en droit civil, en droit des successions, on peut le faire dans le droit des sociétés, là, par cette technique, parce qu'on échange des choses. Vous vous donnez pas, vous ne vous léguez pas. Il y a un vrai aléa, vous échangez, les deux personnes échangent leurs usufruits, puisque généralement les usufruits ont la même valeur, elles échangent 100 euros contre 100 euros. Donc il y a pas d'intention libérale. Il n'y a pas de taxes à verser, quoi. Si, mais elles sont très faibles. Et c'est tout l'intérêt de ce montage. On le fait parfois même avec des investisseurs lambda.
Mhm. Il y a des personnes parfois qui ont souhaité investir comme cela parce que elles voulaient être certaines, s'il y avait un pépin, que l'autre puisse bien, en tout cas, avoir les revenus des biens jusqu'à la fin de ses jours. L'avantage, c'est qu'on ne déshérite pas pour autant ses héritiers, hein. On diffère juste le moment auquel ils vont pouvoir hériter. D'accord. Et donc concrètement dans ce cadre-là, donc il y a donc l'investissement au travers de la société, les démembrements qui a été fait, etc. Donc ça protège le partenaire survivant qui peut garder, vivre toujours dans le bien ou Oui, bénéficier, là si c'est un investissement locatif, donc des revenus, etc. En faire un peu tout ce à qu'il en fait. veut. Et les héritiers, qu'est-ce qu'il en est? Alors là, et c'est pas une histoire de. Là, on n'est pas en droit des successions. C'est-à-dire que, compte tenu de l'échange, il a été fait, s'il a été fait correctement, c'est pas un acte, c'est pas un acte libéral. Il n'y a pas d'intention libérale. C'est-à-dire que c'est pas une volonté de donner à quelqu'un. Donc, c'est un échange, c'est un acte à titre onéreux, ce qu'on appelle à titre onéreux, parce qu'on a bien échangé deux valeurs, soit qui étaient égales, Mhm. soit qui n'était pas égal, mais dans ce cas-là, on a fait verser une soulte à celui qui était bénéficiaire du lot le plus fort. C'est peut-être un peu compliqué. C'est un peu technique, mais donc il y a une partie, en gros, on va dissocier la partie donation Il n'y a pas de donation, justement. que la partie succession. Là, c'est une succession. Voilà. Ça rentre pas dans le cadre d'une donation. Alors voilà, c'est pas une donation, c'est exactement ça. Donc l'effet de jouer par l'échange croisé d'usufruit, c'est pas une donation, hein, c'est bien un échange, donc c'est un acte à titre onéreux. Et puisque c'est un échange, on n'aura pas à aller voir ce que c'est devenu dans le cadre de la succession future. Ce Mhm. qui est intéressant, c'est que si les partenaires, les concubins, parce que c'est plutôt les concubins, le terme exact c'est concubin quand on n'est ni pacsé ni marié. Donc si nos concubins ont des enfants communs, il n'y a pas de souci. Au Mhm. dernier des deux décès, les enfants hériteront bien de la nue propriété des parts de la société. Mais la question subsidiaire, c'est si seulement un des deux avait des enfants, parce que c'est un cas qu'on voit régulièrement. Oui. Eh bien, par exemple, si celui qui est décédé en premier avait des enfants, eh bien, le jour de la succession de cette personne qui avait échangé de manière croisée son usufruit, les enfants ont bien dans la succession la nue propriété des parts de ce monsieur. Et donc, ça veut dire que les enfants, techniquement, seront héritiers futurs quand l'usufruit s'éteindra. Et l'usufruit s'éteindra au décès du deuxième associé. D'accord. Et si le deuxième associé avait lui-même aussi des enfants, eh bien, on peut retrouver après tous les enfants en pleine propriété au dernier décès dans la société. Et généralement, évidemment, ils vendent, ils dissolvent la société, ils se partagent l'argent. Mais D'accord. dans le laps de temps, on n'est pas embêté par les enfants. On a cette D'accord. protection contre les enfants, et notamment contre les enfants d'une première union, peut-être, de ce concubin. D'accord. Et donc ça revient vraiment à ce que tu disais tout à l'heure. Ça peut être, si c'est bien utilisé, la société et la SCI, ça peut permettre de vraiment protéger et l'un et l'autre des parties. Oui, Voilà. oui, oui. Et dans ces cas, notamment particuliers, qui doivent être relativement Courant, courants, bien sûr, j'imagine. tout à fait. Ok, on n'y pense pas forcément, c'est sûr, quand on veut se lancer, mais c'est toujours important. Et donc, encore une fois, l'importance de bien se faire accompagner dès le début de son parcours, on va dire, d'investisseur, Mm. notamment avec justement un notaire et de prendre, comme tu le disais, à juste titre, un maximum d'éléments d'information en amont du projet et pas se retrouver au moment de signer l'acte, bon, au fait, qu'est-ce que je fais, etc. Ouais. Super, super intéressant. Donc, pour revenir un petit peu sur les différences entre l'acquisition non propre et société, est-ce que tu pourrais donner comme ça deux trois avantages sans peut-être rentrer autant dans le détail qu'on vient de le faire, c'est très Oui. intéressant. On pourrait aller vraiment très 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 loin et Il chaque faut, il cas. faut me recadrer, il faut me recadrer. Non, mais c'est parfait, au contraire. Mais deux trois avantages sur allez, l'acquisition en nom propre. On a vu, pour en revenir, donc on est seul maître à bord si on achète seul, forcément. Euh, Ça serait quoi les autres avantages? On peut faire un petit peu ce qu'on veut, soit du nu, soit du meublé. Oui. En fait, effectivement, tu as raison. Si effectivement tu achètes seul, bon, mais tu prends tes décisions seul, ce qui est quand même un avantage, hein. Mais on verra que la société, en fait, en fonction de comment sont rédigés les statuts, permet aussi à l'usufruitier d'avoir tout pouvoir. Donc c'est intéressant aussi. Sur l'achat en nom propre, évidemment, c'est la souplesse. Le meublé, on peut en faire. On peut faire du déficit foncier. En fait, aujourd'hui, avec en nom propre, c'est peut-être là où on peut faire le plus de choses. Par contre, la société a d'autres avantages en cas de protection, en cas de détermination des pouvoirs et notamment la volonté, encore une fois, de donner les pouvoirs à l'usufruitier.
Un usufruitier en société civile peut choisir seul de vendre un bien s'il conserve la substance de la société, c'est-à-dire s'il réinvestit, mais quand même, c'est un pouvoir très important pour l'usufruitier. Dans la société civile, à l'impôt sur le revenu, on ne fait pas de meublé. Donc ça, c'est un point négatif de la société civile. Mais par contre, on pourrait tout autant imaginer faire soit une SARL de famille à l'impôt sur le revenu pour faire du meublé, soit une société civile à l'IS, ce qui pourrait exister aussi dans d'autres cas. Et donc la société est aussi plus intéressante en cas de transmission et en cas de volonté d'organisation d'un patrimoine. Le nom propre, il permet d'avoir des régimes fiscaux qu'on n'a pas forcément donc en société civile. Donc on a dit on a le meublé, on a le microfoncier qu'on peut utiliser, mais qu'on pourrait utiliser aussi en société civile. C'est parfait, ça dégrossit bien le tableau. Donc pour synthétiser, en nom propre, on peut faire de la location nue avec cette arme du déficit foncier notamment. On peut également partir sur la location meublée avec les différents statuts LMNP, voire donc loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, LMP, en fonction après de différents critères des plafonds de revenus, etc., qui vont rentrer en compte. Et après, la société va nous permettre, dans le cadre donc d'une SCI à l'impôt sur le revenu, de faire l'allocation en nu, ou alors la SCI sur l'impôt sur les sociétés va nous permettre, elle, de faire de l'allocation meublée, ou alors, si on veut quand même rester à l'impôt sur le revenu, on va utiliser ce que tu expliquais, la SARL de famille à l'IR, c'est peut-être À aussi l'impôt un sur le revenu. outil à l'impôt sur le revenu, et c'est Oui. peut-être aussi un outil intéressant pour pouvoir faire du meublé en restant à l'impôt sur le revenu. Mais après, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle émission, comment investir en meublé, en société, en étant à l'impôt sur le revenu et bénéficier de tout ça. Mais on va rentrer après, c'est peut-être plus sur un terrain un peu plus juridique et fiscal, parce qu'il y a toujours ces conséquences fiscales derrière Tout à fait. qui vont de pair avec tout ça. Ouais. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que c'est dommage de faire du meublé dans une société à l'IS. Parce que l'avantage du meublé, c'est cette faculté qu'on a d'amortir l'immeuble, et donc de venir manger les recettes du meublé à l'impôt sur le revenu. Et l'avantage de l'impôt sur le revenu, c'est qu'au bout de 30 ans, on est exonéré de plus-value. C'est le double avantage du meublé. Donc si vous mettez de l'allocation meublée dans une société à l'impôt sur les sociétés, le bien va s'amortir, mais c'est l'avantage qu'on avait déjà au meublé en location à l'impôt sur le revenu. Donc on a le même avantage, sauf que à l'IS, l'amortissement, il a une conséquence, c'est que lorsqu'on revend, quand on a amorti l'immeuble au bout de 25 ans, l'immeuble ne vaut plus rien ou presque plus rien dans la société. Donc là, on prend le taux de l'impôt sur les sociétés, donc à 15% jusqu'à 38 000 et quelques euros, et 28% au-delà, sur la totalité de la somme d'argent qui va représenter la valeur du bien cédé moins la valeur résiduelle du bien. Donc si la valeur résiduelle du bien c'est 10 ou 15 000 euros et que vous revendez 200 000 euros, vous allez payer l'impôt sur 185 000 euros. Donc c'est quand même énorme. Ouais, là ça pique, ouais, parce que donc Ouais. il y a c'est ce qu'on appelle, c'est ça, dis-moi si je me trompe, la réintégration de l'amortissement d'un point de vue comptable et fiscal du coup. Voilà, dans la société à l'IS, puisque le bien va être amorti, généralement c'est une moyenne de 25 ans, au bout de 25 ans, il ne reste plus que la valeur du terrain, qui lui n'est pas amortissable, qui est généralement de 10% de la valeur de l'ensemble immobilier. Donc effectivement, si on passe 25 ans, dans notre société, on a comptablement, on n'a plus que la valeur du terrain, passé 25 ans. D'accord. Donc sur un bien à 200 000 euros, on a 20 000 euros. Et si on revend 200 ou 300 000 euros, entre la différence entre la valeur résiduelle de 20 000 euros et le prix de vente réel 25 ans après, donc 300 000 euros, on a 280 000 euros qui seront taxables à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Le meublé, donc s'il y a une revente, pour synthétiser, résumer tout ça, si on souhaite faire une vente dans 10, 15, 20 ans, si on le fait en nom propre, le montant de l'impôt de la plus-value va diminuer d'une certaine façon, avec les années de détention, etc. Mais si on fait le meublé dans le cadre de la SCI à l'IS, lui, le montant de la plus-value, elle, va augmenter au fur et à mesure des années de détention. C'est là la grande différence d'un point de vue fiscal, entre les deux modes d'acquisition, quoi. C'est tout à fait bien résumé. Top, mais c'est super intéressant de voir tout ça, parce qu'en effet, enfin, comme tu le disais en début d'émission, il n'y a pas de monde magique.
on aimerait bien avoir toute la latence de la société dans tous les cas, mais les avantages aussi d'être en nom propre et puis des plus-values des particuliers dans tous les cas. Mais voilà, on peut pas forcément toujours réunir le meilleur des deux mondes. Et ouais, c'est intéressant. Donc pour commencer, comment on fait? On commence par quoi? On voit un notaire, on fait un petit bilan de sa situation, on explique un petit Oui, peu les différentes composantes et puis on détermine tout ça. on prend rendez-vous avec son notaire, c'est la première des règles, quoi, son conseil. Après, effectivement, hein, il n'y a pas que les notaires qui sont capables de conseiller, loin de là. Mais on prend rendez-vous avec son conseil et on pose les choses. Quelle est la structure familiale? Comment je vais investir? Est-ce que j'investis avec mon concubin, mon conjoint, mon partenaire pacsé? Est-ce que j'investis tout seul? Est-ce que j'investis avec ma famille? J'ai beaucoup de clients aussi qui investissent toujours en famille. Les enfants, même s'ils sont aujourd'hui mariés, ils ont des structures familiales. Ils investissent avec papa, maman, les grands-parents parfois. Et ouais, ça peut permettre d'avoir une force de frappe peut-être aussi supplémentaire également. Ouais. Exactement. Généralement, les parents arrivent à un stade où peut-être ils ont moins d'emprunts personnels. Si ils ont payé leur maison, donc ils se disent tiens, on a une fenêtre de tir, on peut refaire un investissement avant notre retraite. Et donc là, effectivement, ça permet d'avoir un effet levier. En mettant un peu de capital dans la société, la banque est plus amène à prêter des sommes importantes et donc à faire des investissements plus importants. Oui, tout à fait. Après, quelle est la typologie? Quelle est la typologie de l'investissement? Est-ce que la personne a déjà l'idée de l'investissement qu'il veut faire? Il va venir nous voir, il va dire, ben moi j'achète tel appartement qui est aujourd'hui loué en meublé, ou alors il vient nous voir en disant, ben voilà, je suis ouvert, et là c'est encore mieux. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant dans ma situation? Par exemple, si on a un client qui a déjà des revenus fonciers assez importants et qui aujourd'hui paye des impôts dessus, il serait assez pertinent d'aller chercher un investissement en déficit foncier, par exemple un immeuble à rénover entièrement, parce qu'on sait qu'il va injecter beaucoup d'argent et que cet argent va pouvoir aussi lui apporter un gain fiscal sur ses revenus actuels. Donc ça peut être très intéressant. Si effectivement il est à la recherche d'une couverture sociale, peut-être que et qu'il n'a pas beaucoup de revenus, peut-être que le loueur meublé professionnel est une solution. Ça va être intéressant. Il va vouloir générer une activité qui va lui permettre, par exemple, il a eu un héritage, mais il n'a pas de revenus actuels et il est à la recherche de ça. Et ben peut-être que là, on va aller vers du loueur meublé professionnel. Pourquoi pas? Faut pas être fermé parce qu'en fait, chaque solution a des avantages. J'entends souvent on me dire ah non, on veut surtout pas faire de loueur meublé professionnel. On veut surtout pas faire tel type d'investissement. Mais en fait, y a vraiment pas de règle, hein, et souvent c'est surprenant parce que quand on s'amuse à faire les calculs, évidemment, il faut finir par poser les chiffres. Hein. L'expert comptable, vos experts comptables, si vous avez des sociétés déjà, l'expert comptable, vous leur dites, ben voilà, je voudrais faire ça, ça ou ça. Bon, ils vous moulinent tout ça dans leur PC et on vous dit, voilà, à terme, quelle est la solution la plus pertinente. Donc effectivement, il faut avoir une vision globale. Est-ce que vous avez des enfants ou pas d'enfants? Parce que est-ce qu'on les fait rentrer directement dans la société ou non? En général, on évite quand ils sont mineurs. On préfère attendre qu'ils soient majeurs. Mais là c'est pareil. La société, c'est toujours intéressant en termes de transmission. On prend l'exemple de personnes qui arrivent à la retraite, qui ont un certain patrimoine et qui veulent acheter une résidence secondaire. Mhm. Ils vont avoir recours à un emprunt et par ailleurs, ils ont déjà beaucoup transmis à leurs enfants. Bon, eh bien là, on a une fenêtre de tir qui est extraordinaire. Quand la société va emprunter l'argent, elle Mhm. va emprunter la totalité. Elle va acheter une maison au bord de la mer de 500 000 euros. Donc la société emprunte 550 parce qu'il faut payer les frais de notaire. Mhm. Elle va acheter son bien 500 000 euros. Et donc l'année de l'investissement, j'aurai plus de passifs que d'actifs. Donc là, je peux transmettre les parts de la société aux enfants pour une valeur résiduelle nulle. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et oui, parce au début de de l'acquisition d'un bien au travers d'une société, la valeur des parts, ça vaut la valeur du bien moins la valeur de l'emprunt. Exactement. Donc c'est nul, Oui, c'est ça que tu dis oui, grosso modo. Ouais. oui, Super oui. intéressant et donc ça permet de transmettre, de donner. Oui, c'est une arme très intéressante de transmission. Ouais. Oui. Mhm. Et là, Mhm. les parents vont louer régulièrement le bien pour générer des revenus qui vont leur permettre au moins en partie de rembourser l'emprunt. Mhm. Si ça suffit pas, c'est eux qui remettront en gros un petit peu d'argent à la société à la fin de l'année pour combler les dettes. On sait comment ça marche. Mais dans ce cas-là, ça leur génère un compte courant. Mhm. C'est-à-dire que si les parents remettent de l'argent dans la société tous les ans, ils vont générer un compte courant d'associé. Ce compte courant-là sera pas transmis, mais quand même, on aura transmis tout le reste. Hein, donc c'est pas neutre. Et oui, 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 en effet. Tu vois le petit distinguo que je fais? Pour moi, ça me paraît clair, c'est que donc il y a cette transmission
indirecte où on donne, donc on transmet les parts au début. Si les parents doivent mettre au pot, soit même, tu parlais des frais de notaire, dans le cadre d'un investissement, on met les frais de notaire, Oui. ou alors tous les ans, il y a 1 000 € à combler pour équilibrer par rapport aux différentes taxes foncières, assurances, etc. Donc, tout l'argent que les parents mettent là dans la société, etc., peuvent le récupérer in fine, Oui, mais oui. sera transmis tout le reste qui est quand même très très Voilà. conséquent, quoi. Ouais, en effet. L'actif immobilier, il sera transmis par le simple effet de la transmission des parts. Départ. Mais si les parents, pendant les 20 ans ou les 25 ans qui suivent, mettent 1 000 € ou 2 000 € tous les ans, eh bien, dans leur succession, j'aurai quand même ce compte courant de 50 000 € à peu près. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien Je sûr. voulais essayer de tempérer Bien mon sûr. ardeur. Ouais, bien sûr, c'est comme pour tout, c'est pas tout blanc, tout noir, tout magique. Il y a toujours à voir un petit peu en détail et c'est là où on est obligé d'avoir un comptable dès lors qu'on fait une SCI. Alors, à l'impôt sur le revenu, non, il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un comptable. À l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas non plus d'obligation légale, mais si vous êtes capable de remplir toutes les liasses, je vous félicite parce que c'est quand même assez technique. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'obligation légale d'en avoir un. Par contre, il y a une obligation légale de déposer Tout à les fait. comptes tous les ans. Exactement. D'accord. Et honnêtement, là, il vaut mieux se faire, voilà, il vaut mieux faire appel à un expert comptable. Voilà. L'impôt sur Intéressant. le revenu, c'est assez gérable. Moi, j'aime bien. Moi, je le fais pour l'impôt sur le revenu. Il y a le guide du particulier. Il faut peut-être pas faire de pub, mais le particulier, tu sais, ce petit catalogue là, tu le vois, le particulier? Non? C'est un petit bouquin qui sort tous les ans sur les revenus fonciers. D'accord. C'est une mine d'or. Ça coûte pas cher. Moi, Non, je j'achète tous les connaissais ans. pas, non. Et franchement, tu as toutes les réponses dedans. Moi, je m'en sers, voilà, Su- régulièrement. Super, super intéressant. Bah écoute, ça fait une belle transition pour la question suivante. Est-ce que tu as des ressources, etc., comme ça à conseiller pour y voir un petit peu plus clair sur tous ces domaines-là, des différences? Là, par exemple, je sais que personnellement, je te le montre, moi j'avais acheté ce que je fais un petit peu donc d'investissement immobilier, j'aime bien ça, et donc j'ai le bouquin La SCI pour les nuls là, de Robert Mathieu, et on y trouve dedans vraiment tout plein de petites pépites très très simples en fonction sur la transmission, sur la gouvernance, comment rédiger les statuts, quels points sont importants à faire, à regarder, etc. Est-ce que tu as d'autres sources en dehors du petit magazine Le Particulier, ou des sites ou des références à conseiller, hormis venir te voir pour une demande de conseil, bien évidemment, mais sinon, est-ce que Mais tu as... oui. Et honnêtement, c'est très compliqué parce que tout évolue extrêmement rapidement. Donc, c'est très compliqué de conseiller des ressources. Là, je serais pas bon à ce jeu-là. Tout évolue très vite. Les décisions de jurisprudence sur les sociétés civiles, bon là maintenant c'est un petit peu calé, mais il y a eu une période où il y avait des choses assez floues, notamment sur la mise en réserve qui pouvait prendre les comptes mis en réserve. Bon, c'est des choses un peu techniques, mais sur la fiscalité, la fiscalité elle évolue pratiquement tous les 6 mois, tous les ans. Alors sur des petites choses, sur des niches, mais aujourd'hui pour avoir un bon conseil, honnêtement, je dis pas ça pour moi, mais il faut aller voir un professionnel. C'est trop compliqué. C'est très compliqué, c'est trop compliqué et ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que la vérité d'hier n'est pas celle de demain et en ressources, c'est compliqué. Le particulier annuel, il est très bien fait, c'est pour la fiscalité. Là, c'est vraiment pour déclarer ses revenus. D'accord. Honnêtement, c'est très compliqué de conseiller quelque chose. Nous, on a un fonds documentaire, mais tout est mis à jour instantanément. On a le Francis Lefebvre, on a plein de choses. Mais si tu veux, je peux pas te demander d'acheter le bouquin. Nous, tous les ans, tout est mis à jour, peut-être même plus que tous les ans. Donc Eh oui. tu vois, c'est compliqué de dire à quelqu'un, achète tel bouquin, tu seras tranquille. Et il faudrait l'acheter tous les 6 mois ou tous les ans. Ouais, bien Donc sûr. bon, voilà. Ça évolue tout le temps, c'est pour ça que vous avez, oui, j'imagine, un nombre d'heures de formation continue, où je sais pas comment Oui, ça se traduit, mais c'est vraiment ça. quelque chose, Ouais. vous avez tout le temps le nez dans les bouquins, j'imagine. Mais ça fait partie, des choses. Du coup, à titre personnel, si on peut l'évoquer peut-être, tu investis un petit peu Oui, ben oui, moi j'adore ça aussi. Mhm. Je crois que dans nos métiers, on est un peu passionné, donc moi j'ai un petit peu tout fait. Euh, les premiers investissements que j'ai faits, c'était des appartements qu'on rénovait, donc on a fait beaucoup de déficit foncier. Donc là, ça permettait quand même, grâce aux travaux effectués, d'être de nombreuses années sans avoir de fiscalité sur les loyers qui étaient générés par la location. Mhm. Je fais également du meublé classique sur plutôt des petites surfaces. Le meublé se prête mieux aux petites surfaces qu'aux grandes surfaces, mais
c'est pas inintéressant. Donc là, avec l'avantage d'avoir l'amortissement du bien sur les recettes générées, et donc c'est un investissement qui génère pas d'imposition, donc c'est Mhm, intéressant. Et après, pour des investissements plus lourds, comme des locaux, les locaux de ma société, par exemple, hein, mon siège mhm. social. Bon, là, c'est des investissements qui sont plus lourds, donc j'ai fait le choix de les faire en société civile, mais à l'impôt sur les sociétés, pour pas que ça me génère trop d'impôts, parce qu'autrement, j'aurais dû payer sur les recettes trop d'impôts sur le revenu et de CSG-CRDS qui m'auraient pas permis de financer en fait l'opération. D'accord, Donc d'accord. là c'est un vrai choix stratégique, mais qui se paye, hein, parce qu'effectivement, là, j'ai pas de fiscalité ou très peu pendant la durée de vie de la société, mais dans 25 ans, mon immeuble aura une valeur dans la société qui sera quasiment nulle. Donc à la sortie, potentiellement, ça se paye. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, oui, tout à fait. Donc, Oui, c'est le retour de bâton. Ouais. d'accord. Et donc, l'investissement locatif que tu disais que tu fais en location nue, où tu as créé ton déficit foncier, et la location meublée, tout ça, donc tu le fais en nom propre, seul, ou Alors, tu... ces deux-là, je les ai fait en nom propre, voilà. Et D'accord? après, sur les sociétés d'investissement pour les bureaux, là, je les ai fait avec une holding pour rester seul avec moi-même quand même, parce que c'est les bureaux de mes sociétés, donc je voudrais quand même avoir la main dessus. Je voudrais pas D'accord? me retrouver un jour pour une raison X ou Y bloqué. Donc j'avais fait une société, une holding, hein, qui peut être unipersonnelle. Donc dans une SAS, on peut être seul associé d'une SAS, Tout à fait, ce ouais. qui me permettait d'être porteur de parts dans mes sociétés civiles, qui elles sont à l'impôt sur les sociétés. D'accord, Donc très c'est bien. par ce montage-là que j'ai pu voilà, euh, Très bien. acquérir les bureaux. Ouais. Est-ce que tu as d'autres investissements en dehors de l'immobilier? Il y a d'autres classes d'actifs qui t'intéressent? Peut-être les marchés financiers, les crypto-monnaies, la bourse? Alors les crypto-monnaies, je connais pas du tout, mais je vais écouter ton émission sur les crypto-monnaies, comme ça va me permettre d'avoir une connaissance un peu de la chose. La bourse, j'aime beaucoup regarder, mais à ce jour, j'ai jamais investi en bourse. Déjà parce que j'ai pas vraiment de liquidité, je suis très jeune, donc j'ai tout un quoi très jeune, plus trop maintenant, 34 ans. Mais c'est vrai que j'ai investi dans l'immobilier parce que c'est ce que j'aime. Et il y a rien de tel que d'investir dans ce qu'on aime parce que c'est là où on est le meilleur parce que on connaît bien le marché. Il faut investir quand on connaît bien le marché. Moi, j'aime bien la bourse par principe, mais effectivement, je connais pas assez bien la bourse, voilà, pour investir. Après, effectivement, quand on a un crash boursier, on se dit que ça peut être une opportunité de rentrer, comme avec le Covid où on avait perdu énormément sur le CAC 40, qui est revenu à 6000 points. L'or est un très bon placement aussi, mais aujourd'hui il est très haut, donc c'est pareil. Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or? Est-ce que c'est le moment d'aller en bourse alors que la bourse est très haute, l'or est très haut, et l'immobilier est aussi très haut, donc tout est très haut. Donc Ok. Et à l'inverse, donc, est-ce qu'il y a vraiment une classe d'actifs ou un type d'investissement que tu ne souhaites absolument pas faire par conviction, par choix, par vraiment où tu n'iras jamais mettre les pieds? non, je suis pas fermé. Alors, à moins il y a peut-être des choses auxquelles je pense pas, mais non, je suis pas du tout fermé à une classe d'actifs, comme on dit, effectivement. Non, non. En ce moment, c'est vrai que les assurances vie ne rapportent absolument rien, donc c'est un petit peu dommage, peut-être, quoi, pour les fonds euros, évidemment, hein. Là, j'ai du mal aujourd'hui à aussi aller investir en bourse, pas parce que j'aime pas, parce que je trouve ça trop haut, en fait. Aujourd'hui, tout me paraît très haut. C'est ça qui est un peu embêtant dans ce qui se passe actuellement. Et ce qui aussi me fait un peu douter de l'avenir. Même si je suis pas pessimiste par principe, mais quand on voit que la bourse est haute, que l'or est haut, que l'immobilier est haut, généralement, ce sont un peu des vases communicants. Quand il y en a un qui monte, l'autre baisse. Et là, on a un marché qui est un peu, voilà. Je sais pas. Je trouve ça un peu étonnant en ce moment. Ouais. C'est vrai que c'est une période un petit peu particulière et on a l'occasion sur les différents intervenants là, qui passent ici sur l'émission de l'exprimer. Et ouais, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. D'où l'intérêt peut-être aussi de justement peut-être pas mettre tous ses œufs encore une fois dans le même panier et d'être aussi diversifié sur les différents types d'investissements. Ouais, Euh, tout à fait. Ouais. Top. Est-ce que tu as une application coup de cœur, que ce soit pour la gestion, toi, de tes investissements ou alors dans ton quotidien, ce que tu utilises quotidiennement, que tu pourrais recommander? Alors, comme ça, non. C'est vrai que j'ai vu que il y a des applications qui étaient sorties sur la gestion, notamment immobilière, qui permettaient de gérer les loyers, les logements en fonction de ce qu'on avait. Mais je m'y suis jamais vraiment penché. Pour l'instant, je suis très archaïque. Je travaille avec mon papier. J'ai mes enveloppes à la maison pour chaque logement et je mets dans chaque enveloppe des grosses enveloppes évidemment. Non, j'ai une gestion des années 60 là. Je suis pas très bon de ce côté-là.
Bon, du moment qu'on s'y retrouve, après c'est peut-être aussi ton côté où tu veux pas faire de publicité, de placement de produits, où tu restes très Ah non, sobre dans même ton pas. propos. Non, 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 même pas. Mais très honnêtement, je sais je sais que j'ai vu des applications passer. Et je me demande s'il n'y a pas un Poids de Vin d'ailleurs qui avait créé une application sur sur la gestion des biens de manière générale. Pour tout te dire, j'ai une application, mais qui servira à rien. J'ai une application des généalogistes Cotororil qui me permet de calculer les prorata, tout ce qui est prorata de taxe foncière, prorata de D'accord, ouais. charge du trimestre en cours. Mais ça, pour vous, ça n'a pas un grand intérêt. Il y a les simulateurs de prêt dedans. Ouais, Je m'en sers aussi mais c'est pas un truc folichon, hein. Non, non, c'est ouais, pas. ouais, Je en suis sûr effet. que t'en connais des plus intéressantes que moi. Oui, oui, enfin moi Ouais, ouais, ouais. personnellement c'est ça. J'utilise une application sur le simulateur de prêt. Alors j'ai plus le nom. Et après en termes de gestion locative et même en dehors de la gestion locative que j'utilise moi cette application, mais surtout pour la projection fiscale, j'utilise énormément rendement locatif. L'application rendement locatif, donc c'est tout un petit simulateur où tu rentres tous les paramètres, tous les données en fonction du bien, est-ce que c'est du meublé, pas meublé, non propre, etc., etc. Et il y a une version gratuite de l'application avec pas mal de fonctionnalités et qui permet d'avoir une projection de l'impact fiscal vraiment à long terme en fonction de la situation des revenus. Et il prend vraiment tous les paramètres en compte. C'est vraiment une application très poussée. Et pour en avoir discuté même avec les comptables, etc., ils reconnaissent que c'est bien fait et qu'ils sont vraiment très proches de la vérité derrière. Donc ça, encore une fois, D'accord. ça n'exclut pas un conseil par un vrai professionnel, etc., qui a toutes les billes en main, mais ça peut permettre d'avoir déjà une bonne vision, voilà, pour en tout cas l'impact fiscal de la chose. Donc, rendement locatif, tu dis. Rendement locatif, oui, tout à fait. D'accord. Et j'ai pas d'action dans Bien. la société. Ouais, cool, cool. Avant de terminer, c'est super intéressant, en tout cas tout ce qu'on a évoqué là. J'aimerais juste te poser une petite question sur ta vision de la chose, sur les crypto-monnaies, mais pas tant le Bitcoin, etc., l'actif numérique en tant que tel, mais surtout plus sur la technologie blockchain. Comment tu vois ça arriver, surtout sur le domaine de l'immobilier? On peut voir aux États-Unis, ça commence à arriver, en tout cas en France, on en parle aussi, le fait de tokeniser des biens pour pouvoir faciliter des transactions, valider. En tout cas, la blockchain, ça peut apporter, euh, pour un petit rappel vite fait, il y a sur l'épisode avec Julien Roman, et on l'avait développé un petit peu plus le côté crypto-monnaie. Il y a un autre épisode qui va arriver également avec Stanislas Barthélémy de Blockchain Partner by KPMG. La blockchain va permettre vraiment d'authentifier des actes en quelque sorte et va permettre également d'un point de vue technique de rendre une certaine liquidité, une fluidité sur le marché immobilier. Euh, Comment tu vois arriver cette technologie quelle vision tu en as en ta qualité de notaire, Cyril? La blockchain, effectivement, on en entend parler déjà depuis quelques années et c'est certain que cette technologie, elle va arriver dans le monde de l'immobilier. C'est une question de temps, c'est comme toujours. Après, sur l'immobilier, aujourd'hui, d'un point de vue purement légal, euh, l'authentification des actes, elle est faite par la délégation de la puissance de l'État. C'est en gros l'État qui délègue à une parcelle de son autorité à un notaire pour authentifier un acte. Nous, ce qu'on authentifie, c'est notamment que les personnes soient bien capables de signer les actes, que ce soit bien leur identité, que le bien qu'on transfère, il n'y ait pas de difficulté hein, au niveau tant des diagnostics que de l'urbanisme, que des servitudes, que de l'antériorité du bien, des hypothèques, voilà, toute une série de choses. Évidemment, dans nos métiers, il y a une lourdeur administrative qui est importante hein, parce que on a besoin d'avoir tout un tas de pièces hein, pour justifier de la qualité de notre acte, pour justifier que le travail qu'on aura rendu soit entre guillemets inattaquable. Voilà. Mhm, mhm. La blockchain à l'avenir, elle va nous aider effectivement parce que quand on aura rentré les informations dans la blockchain, normalement ces informations elles seront inviolables. Hein, voilà, ça va nous garantir Mhm. cela. Mais en amont quand même, il va falloir quand même faire ce travail de, 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 de vérification des données et d'entrée des données. Euh, alors certainement qu'à terme ça nous fera gagner du temps. Nous en France on doit publier ce qu'on appelle les biens au bureau des hypothèques. Hein, c'est la manière donc Mhm.
de l'État, pour l'État, de prendre connaissance des transferts de propriété. Et ça, ce pouvoir-là, on le détient de l'État et il n'y a que les notaires qui peuvent faire cela à ce jour. Ça peut évoluer. Et donc, la blockchain, elle ne pourrait être mise en place pour nous, dans notre métier, que en partenariat avec l'État. Quand je peux le voir que comme ça. Si on veut que demain ça fonctionne et que ce système puisse être développé en France, pour nous, dans notre branche d'activité, ça ne pourra être fait que main dans la main avec l'État. Bien sûr, ouais, il y aura très certainement une régulation qui est déjà un petit peu en cours, un peu dans les tuyaux, mais qui va être associée à ça, que ce soit pas le Far West forcément. Ouais, avec des difficultés parce que bon, moi je suis pas spécialiste des technologies, mais la blockchain, le principe, c'est que il y ait une petite parcelle d'information un peu partout dans le monde. C'est ça, tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. La blockchain, après, en tout cas initiale, il y a différents types déjà de blockchain qui existent, mais d'une façon générale, la blockchain, c'est un organe qui se veut décentralisé, où chacun peut vérifier l'exactitude des informations en fait, et donc avec un fonctionnement. Alors je vais pas être le plus à même à en discuter, c'est pour ça qu'on va faire venir très prochainement Stanislas sur le podcast, mais avec des nœuds de réseau où chacun met sa puissance de calcul des ordinateurs à disposition pour pouvoir vérifier, etc., etc. Et en effet, donc comme tu le dis, c'est que chacun détient une petite partie de la solution. Et c'est là où on va sortir à une difficulté de souveraineté. L'État français, la souveraineté nationale, pour nous, le notariat, tous nos serveurs doivent rester en France, toutes nos données doivent rester en France. Et donc, il va falloir qu'on crée, si on veut rentrer dans cette technologie, il faudra que notre blockchain, elle soit complètement et uniquement en France, par exemple. Oui, c'est possible. Après, il y a des blockchains qui sont, elles, centralisées. Voilà. De base, la technologie blockchain, en tout cas avec le Bitcoin, c'était cette volonté d'être décentralisé, où il n'y ait pas justement d'intermédiaire de confiance qui soit là pour valider, authentifier une information. Mais aujourd'hui, il y a des blockchains qui existent et des crypto-monnaies qui sont, elles, centralisées. Il y avait eu le projet là de Facebook, la crypto Libra, qui est maintenant Diem, qui est en projet, etc. Et donc ça, c'est une crypto-monnaie qui sera adossée, je ne sais pas sur quelle blockchain, mais c'est un projet qui est très centralisé. Donc oui, il y aura des possibilités, j'imagine, très très facilement de faire ça, et puis pour respecter toutes les conditions que tu évoquais là jusque-là. Ouais. Bah, c'est les difficultés peut-être qu'on aura par rapport à d'autres sociétés ou à d'autres parties des activités économiques qui seront plus libres. Mais effectivement, si demain on peut avoir de connecter les services d'état civil pour avoir les pièces d'état civil sans demander à une secrétaire de mairie de l'embêter, de lui demander une copie d'un acte. Si on a une espèce de centralisation de toutes ces pièces, mais c'est un travail énorme ce sont des milliards de données. Bien sûr, ça va pas se faire en 2 jours. Ouais. C'est complètement vertigineux, mais par exemple, nous aujourd'hui, le notariat a toujours été en avance sur son temps, même si c'est un métier qui peut paraître poussiéreux. On est les premiers à avoir signé de manière électronique, on est les premiers à signer des actes en visioconférence authentique électronique. On a toujours eu un temps d'avance, ou en tout cas pas de temps de retard sur cette technologie-là. Et c'est à nous aussi, c'est à nos instances, demain par la prospective, regarder comment on va pouvoir utiliser cette technologie, comment on va pouvoir la développer, comment on va pouvoir se l'approprier, parce que il faut pas manquer un virage non plus. C'est souvent un peu le problème. On peut aussi très vite être déphasé. Alors que jusque là, honnêtement, on a beaucoup de défauts, mais honnêtement, la profession a toujours été en tête. Nous, tous nos échanges sont dématérialisés avec l'État. C'est quand même déjà assez extraordinaire. Ouais, bah super intéressant en tout cas d'entendre ton discours et ta vision sur cette technologie qui arrive, parce que c'est vrai, comme tu le disais, il y a peut-être d'autres personnes qui, elles, sont moins enclins en tout cas à y aller, à se projeter, ou voient ça peut-être d'un plus mauvais œil. Donc ouais, non, c'est intéressant, et ça fait du bien d'entendre ça après ton jeune âge de 34 ans. Il est certainement aussi pour quelque chose, ou ton ouverture d'esprit, etc. Et donc c'est toujours plaisant d'entendre des discours plutôt positifs et de vouloir embrasser la technologie. De toute façon, effectivement, on peut pas aller contre certaines évolutions. Alors après, je dis pas qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus, évidemment. Et les choses seront cadrées et ça va rentrer dans des process qui seront très longs, déjà de vérification de la qualité
de ce qu'on veut mettre en place par l'intermédiaire de la blockchain. Mais c'est demain, quoi. Moi, c'est sûr qu'avant ma retraite, j'y aurai droit. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas être contre. On peut pas être contre quelque chose d'ailleurs qu'on connaît pas de base. C'est compliqué. Ouais. Mais ça va venir. Je pense que tout ça, ça va rentrer. Voilà, ça va rentrer un petit peu dans les mœurs. Et puis on va regarder qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi en tant que praticien du droit. Ça va certainement aussi nous permettre de faire des choses extraordinaires. Maintenant, aujourd'hui, on signe plus les actes papier ou très peu, vraiment quand on est obligé de se déplacer parce que l'ordinateur et la connexion Internet passent pas. Mais avant, on signait tous nos actes papier, donc on paraphait toutes les pages des dossiers, les annexes, les signatures. Tout ça, on le fait plus. C'est un temps administratif qui n'apportait pas de plus-value, ni au client ni à l'acte en lui-même. Hein, mais c'est du temps qu'on devait consacrer quand même. Donc dans l'évolution. Même si évidemment ça change les habitudes, il faut toujours se reformer sur des nouvelles technologies. On a quand même bénéficié d'avantages qui sont intéressants. Aujourd'hui, de pouvoir travailler avec l'acte électronique, la visioconférence, l'acte à distance, c'est quand même, je sais pas, mais voilà, c'est quand même génial. Donc voilà, qu'est-ce que la blockchain va pouvoir nous permettre de faire qu'on peut pas faire aujourd'hui, et est-ce que évidemment ce qu'elle va permettre de faire sera plus intéressant que ses contraintes, c'est toujours pareil, voilà, mais il n'y a pas de raison. Super intéressant. Ben, aujourd'hui, on aura, tu vois, moi aussi, je digresse énormément et on aura bien dérivé sur différents sujets et c'est vraiment super intéressant. C'est le but de l'émission aussi, c'est très très libre. Sur la bonne fortune, il y a le thème de base et puis on peut aller pousser d'autres portes pour découvrir de nouveaux horizons. C'est top. Ben écoute, ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble environ. Est-ce que juste pour finir, tu as un petit mantra, je crois, ou une petite croyance que tu te répètes souvent? C'est pour se donner du courage, ouais. À cœur vaillant, rien d'impossible, évidemment. Super, Mais super. ça marche dans le rugby. On est tous les deux. Bon, Ismaël, t'as joué au rugby beaucoup. Moi, j'ai joué aussi au rugby. J'adore ça. Et t'as toujours ces matchs-là qui sont improbables où l'adversaire est plus fort, mais tu vas quand même le gagner à la niaque. T'as vécu ça forcément. Exactement. Ben voilà. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et ça marche dans les affaires, dans le travail, partout. Si tu mets l'intention, ça portera à un moment ou à un autre ses fruits. Parfois, c'est long. Faut pas désespérer, mais ça arrive toujours. Voilà. J'adore. Ben écoute, j'embrasse ce mantra et je le partage à 2000%, Cyril. Merci pour tout. On va rester sur cette belle note et écoute, ça sera un grand plaisir de te faire revenir pour évoquer d'autres sujets également. Merci pour ton temps, parce que je sais que tu es bien occupé aussi. Merci pour tout, Cyril, et je te dis à très très vite. Merci à toi de ton accueil. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire, et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes, et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser 2 ou 3 amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!